ici nombreux pour cette conférence sur un de mes derniers livres. C'est vrai que cette année, j'en présente 4 au Salon de la Biographie de Nîmes. Je présente donc 2 ouvrages sur pour les jeunes. C'est une nouvelle collection Alcide. C'est d'un côté Les Gladiateurs, de l'autre côté Le Pont du Gard et Les Aqueducs romains. Donc c'est dans une maison d'édition nîmoise avec laquelle je travaille depuis maintenant longtemps, qui propose cette nouvelle collection jeunesse. Donc ça, c'est le côté romain. Je présente aussi, vous en avez peut-être entendu parler, mon premier roman. C'est un roman à la fois historique et fantastique. C'est Napoléon est revenu. Parce que je ne suis pas seulement un historien romain, je suis aussi un historien napoléonien et un admirateur convaincu de cet autre empereur qui nous est plus proche, donc Napoléon. Et Napoléon, j'ai voulu le faire revenir donc à la vie en 2015, et en plus, tant qu'à faire, je l'ai fait revenir à Nîmes. Donc c'est un roman donc, que je présente aussi cette année. Et enfin, c'est ce dont nous allons parler là, ce soir, c'est une biographie. Là, c'est pas du tout un roman, c'est une biographie historique. C'est ma 3e biographie aux éditions Perrin. Donc j'avais commencé avec Spartacus, j'ai fait ensuite Pompée. Et là, cette année, je présente donc Commode, l'empereur gladiateur. L'empereur gladiateur, on croit le connaître, en tout cas on le connaît par un péplum, même 2. D'abord la chute de l'Empire romain, là c'était vieux, c'était avec Sophia Loren. Plus récemment, donc en 2000, c'était le péplum donc, Gladiator de Ridley Scott. Et là, donc, on se souvient tous de cet empereur Commode. Empereur Commode, donc, qui a bel et bien existé, donc à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Et le film nous donne des éléments qui sont justes sur lui, d'autres qui sont faux. On verra un peu le vrai du faux donc, dans cette conférence. Et donc c'est intéressant d'aborder donc, ce personnage-là pour différentes raisons. Déjà, un peu pour établir une réalité historique par rapport à ce film. Pour aussi parler d'un domaine que je connais bien, puisque j'ai fait ma thèse d'état dessus, c'est les gladiateurs, la réalité là aussi des gladiateurs. C'est pour ça que je l'ai appelé l'empereur gladiateur, et vous verrez que c'est pas un titre juste marketing, c'est une réalité. Et puis aussi parce que, au-delà du personnage lui-même, comme souvent, l'homme Commode, l'empereur Commode, il est intéressant à aborder par rapport à la période, par rapport à sa vie qui est relativement brève, donc il vit une trentaine d'années, mais un moment qui est un moment crucial de l'Empire romain. Comme dit Churchill, c'est pas la fin du commencement, c'est pas le début de la fin, mais c'est la fin du commencement. C'est-à-dire que c'est la fin de la Pax Romana, c'est le début des ennuis. Commode a un rôle évidemment important puisqu'il est empereur, mais au fond les choses étaient déjà entamées, engagées, avant qu'il ne devienne vraiment empereur. Donc on va aborder ce personnage, donc Commode, qui est évidemment, on l'a tous en tête avec Joachim Phoenix, donc on voit un peu la différence entre le vrai Commode, donc d'après un buste qui est conservé à Rome, et le Commode incarné par Joachim Phoenix, très bien incarné d'ailleurs par ce magnifique acteur, et donc c'est celui qui reste un peu dans nos mémoires. Alors la réalité, c'est qu'on tombe dans des circonstances particulières, donc il faut essayer, c'est le rôle de l'historien, essayer de faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre du ragot, ce qui est de l'ordre de l'histoire. Donc il a fallu donc justement commencer par le commencement, mais j'ai une chance quand même, c'est qu'il naît à un moment où son père est déjà empereur, c'est l'empereur Marc Aurèle, là aussi on le voit dans le film. C'est un empereur philosophe, c'est un empereur, lui, qui a une très bonne image. Et les historiens romains parlent beaucoup de Marc Aurèle. Et à travers Marc Aurèle, ils parlent aussi de son fils, Commode, parce que justement, il est là dès le début. Il est né en 161. Il est né à un moment où l'histoire de Rome rencontre quelque part un petit peu l'histoire de Nîmes aussi, puisqu'en 161 aussi, c'est la date à laquelle l'empereur Antonin le Pieux meurt. C'est la fin du règne d'Antonin le Pieux. Antonin le Pieux, qui n'est pas nîmois, contrairement à ce que l'on dit souvent, mais qui est le petit-fils d'un nîmois. Et comme Commode, par sa mère, est aussi le petit-fils d'Antonin le Pieux, on peut dire que Commode est l'arrière-petit-fils d'un nîmois. Donc il a un peu de chez nous. Ouais. Vous verrez à la fin de la conférence, vous n'allez pas vous en monter. Donc c'est vrai que c'est pas une référence. Donc Commode, il est porphyrogénète. Bon, un mot un peu savant. Pour dire qu'il est né dans le porphyre, c'est-à-dire qu'il est né dans la pourpre. Porphyrogénète, ça veut dire que c'est le premier depuis Auguste. Ça s'était jamais passé depuis 200 ans que l'Empire romain existe. C'est la première fois qu'un empereur né, qu'un futur empereur né
d'un père qui est déjà empereur, et donc on sait à sa naissance qu'il va être plus tard l'empereur de Rome. Ça, on le sait parce que si j'ai pas beaucoup de sources écrites, j'en ai suffisamment pour écrire le livre, mais j'ai des compléments, c'est-à-dire que j'ai pas mal d'images, j'ai pas mal de portraits de Commode et toute sa famille, on va les voir. Puis j'ai la numismatique aussi, qui est une science auxiliaire de l'histoire, très, très importante, et les Romains font beaucoup de monnaie. Pour eux, les Romains, la monnaie, c'est un vecteur de propagande, c'est-à-dire qu'ils frappent des monnaies de bronze, d'argent, d'or, et il y a plusieurs modèles de monnaie chaque année. Et chaque année, donc, on va montrer l'empereur, ou sa sœur, ou sa femme, ou sa mère, etc. sur un côté, de l'autre côté, côté pile, on va donner des images allégoriques, on va mettre des inscriptions, on peut suivre le parcours des empereurs grâce à ça. C'est pour ça que ça m'a quand même pas mal aidé. Donc le jeune Commode né en 161, tout va bien à ce moment-là, c'est l'empire de la Pax Romana, c'est un empire gigantesque, tout ça, c'est l'empire romain, ça va de l'Écosse jusqu'à la Syrie, ça va du Portugal jusqu'au fin fond de la Turquie, bref, toute la Méditerranée, bien au-delà, est romaine. Et tous ces peuples sont maintenant romains depuis assez longtemps. Et c'est la paix qui règne. Les gens, il y a une assimilation, il y a une habitude donc, aux coutumes romaines. Et puis tout ça, finalement, fait du commerce. Il y a beaucoup d'échanges dans cette Méditerranée. Donc c'est vraiment la Pax Romana. C'est ce que le vieil empereur Antonin le Pieux a légué en 161. Donc tout commence sous d'heureux auspices, après la mort donc, de ce grand-père maternel, donc Antonin le Pieux, qui a duré longtemps. Il a régné 23 ans sur l'Empire, et donc il a finalement donné un héritage qui est plutôt en bonne santé. Il a laissé aussi Faustine la Jeune, c'est la fille d'Antonin le Pieux, donc elle aussi finalement encore une Nîmoise, une arrière-petite-fille d'un sénateur nîmois. Et donc cette Faustine la Jeune va être la mère de Commode parce que elle va épouser le fils adoptif d'Antonin le Pieux, Marc Aurèle, qui sera donc le fameux empereur philosophe. Donc cet empereur qui a été extrêmement bien préparé à l'Empire par Antonin le Pieux. Dès qu'Antonin le Pieux est devenu empereur en 138, eh bien, par la volonté d'Adrien, il a désigné à la fois son successeur, Antonin le Pieux, mais le successeur de son successeur. Il voyait loin avant d'Adrien. Et donc il exigeait que ce soit Marc Aurèle, qui était alors jeune, qui succède un jour à Antonin le Pieux. Antonin le Pieux, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelait le Pieux. C'est la piété qu'il avait envers Adrien, puisqu'il a fait tout ce qu'Adrien avait voulu lors de son testament. Et donc il a éduqué Marc Aurèle, il a associé à la gestion de l'Empire. Donc on n'a jamais eu des empereurs qui ont été aussi bien préparés à leurs tâches. D'autant plus que Marc Aurèle a laissé donc des livres, donc une pensée pour moi-même notamment. C'est un philosophe stoïcien, et qui aurait aimé finalement régner pacifiquement sur cet empire comme son propre père adoptif. Mais malheureusement, les choses vont en décider autrement. Déjà, il va épouser un peu sur ordre, finalement, la fille donc d'Antonin le Pieux, donc cette Faustine la Jeune, qui est une femme d'un caractère assez orgueilleux. Une femme qui a ce titre important chez les Romains, elle a le titre d'Augusta, comme on a des empereurs qui sont Augustus. Auguste, ça veut dire quoi? Ça veut dire digne des dieux, en fait. Lorsque le Sénat va donner ce titre-là à Auguste, en fait, qui n'était qu'Octavien à cette époque-là, mais ça veut dire qu'Octavien a fait de telles choses qu'il est digne des dieux et qu'après sa mort, il va rejoindre, comme son père Jules César, le séjour des dieux. Et donc c'est une habitude qui depuis 2 siècles s'est prise, c'est-à-dire c'est que non seulement les empereurs, mais leurs familles, leurs femmes, leurs sœurs, etc., peuvent avoir le titre d'Augusta, et on pourra leur rendre un culte après leur mort. Et donc elle en est tout à fait consciente de ça, elle est consciente d'être au-delà finalement des autres, des simples mortels. Faustine, elle est la fille d'un dieu, puisqu'elle est la fille d'Antonin, elle est la fille aussi d'Augusta, Faustine l'ancienne. Donc on est vraiment dans un monde qui est une sorte de cour avec une étiquette extrêmement élaborée qu'on pourrait comparer un peu à la cour de Louis XIV, ou la cour des rois d'Espagne au XVIIe siècle.
il y a vraiment une coupure qui se fait donc entre le monde finalement des empereurs, des impératrices et de leur famille, et le monde des simples mortels. Et elle illustre bien cela, Faustine, la jeune. Alors, Faustine, c'est la mère de Commode, mais pas seulement, la mère de Commode et de ses 12 frères et sœurs. Elle a fait le job, c'est-à-dire qu'on lui demandait surtout ça, de donner des héritiers à l'empereur. Alors là, elle a fait plus que le job. Elle a même des fois fait des coups doubles. À 2 reprises, elle a accouché de jumeaux. Et pour les Romains, c'est plutôt positif, puisque ça rappelle Romulus et Rémus, ça rappelle Castor et Pollux, et c'est célébré justement par ces monnaies où on voit donc l'impératrice Faustine qui a donc mis le jour à des jumeaux. Bon, malheureusement, beaucoup de ces enfants ne vont pas survivre. Commode sera le seul garçon qui survivra. Il naîtra avec un autre garçon, il a un frère jumeau, qui meurt alors qu'il a 5 ou 6 ans. Donc c'est certainement déjà un premier traumatisme pour cet enfant qui va perdre son jumeau, et on sait la proximité que peuvent avoir les frères jumeaux entre eux. Premier, évidemment, élément un peu sombre dans sa vie. Et puis, dans les frères et sœurs, il en a une, c'est Lucilla, là aussi très bien incarnée dans le film Gladiator, donc qui est une sœur aînée, qui est plus âgée que lui, qui a 12 ans de plus, qui elle aussi était née d'une naissance gémellaire, elle aussi a perdu son frère jumeau dans l'enfance, et peut-être, ça les historiens ne le disent pas, mais c'est une hypothèse que je peux faire, il y a peut-être quelque chose, ce même traumatisme qui a pu rapprocher donc ce frère et cette sœur. Lucilla, elle aussi, donc, elle est fille d'empereur, fille d'impératrice, petite fille d'empereur, etc. Elle aussi, elle est comme sa mère, c'est une personnalité assez orgueilleuse. Dans le film, on en fait une pauvre victime, la pauvre petite chérie. Ça devait être une matrone assez autoritaire et surtout extrêmement orgueilleuse par rapport donc à son entourage. Dans la famille, là je vous fais un peu la famille parce qu'elle est assez intéressante. Je demande de l'oncle. L'oncle, c'est Lucius Verus. C'est le frère adoptif de Marc Aurèle, oui, parce que Adrien, qui n'était pas forcément simple, à sa mort, il a dit, voilà, je veux que me succèdent deux héritiers de César. Ça sera d'un côté Marc Aurèle, Marcus Aurelius, et de l'autre, ça sera Lucius Verus. Bon, c'était la volonté d'Adrien. Antonin hérite en premier de l'Empire. Pourquoi? Parce que ces deux gars-là, Lucius Verus et Marcus Aurelius, sont 2 très jeunes enfants. Adrien, c'est dès qu'ils n'ont pas encore l'âge pour régner. Donc Antonin le Pieux est là pour faire une sorte d'interrègne. Il est là pour préparer donc la succession. Antonin est quelqu'un de pragmatique, il se dit bon, un empereur ça suffit, Marc Aurèle est plus âgé, il est beaucoup plus finalement réceptif, intelligent. Il ne s'est pas beaucoup, même pas du tout, préoccupé de Lucius Verus, qui a grandi au fond comme un jeune aristocrate romain sans plus. Mais Marc Aurèle est un homme de conscience. Il s'est dit, ah non, quand il est devenu empereur, il dit non, il faut adopter, il faut suivre la volonté du vieil empereur Adrien. Donc il a pris ce frère adoptif avec lui. Donc on a un co-empereur qui va régner en même temps que Marc Aurèle, et pour bien relier donc les deux, il va épouser Lucilla. C'est pour ça que Lucilla, celle du film, on évoque ça un peu, il est évoqué Lucius Verus en filigrane au début du film Gladiator. Eh bien, elle est non seulement fille d'empereur, petite fille d'empereur et d'impératrice, mais elle est aussi la femme d'un empereur. D'où cet orgueil. D'où le fait de dire, moi je suis pas une femme romaine comme les autres. Donc Lucius Verus, l'oncle par alliance et beau-frère en même temps de Commode, c'est un débauché. C'est quelqu'un qui a finalement aucun appétit pour le pouvoir, en tout cas pour l'incarner réellement. Lui, son truc, c'est les courses de chars, c'est les combats gladiateurs, c'est les orgies, c'est prendre les femmes des autres, c'est finalement boire jusqu'à plus soif et faire tous les tripots de la ville donc pendant toute la nuit. C'est l'anti-Marc Aurèle, c'est vraiment autre chose. Et donc c'est évidemment un oncle qui donne un assez mauvais exemple à son neveu Commode. Commode n'a que 8 ans, donc on ne peut pas dire qu'il y a une grosse influence, mais ceci dit, tout l'entourage débauché de Lucius Verus va immédiatement migrer et être dans l'entourage du jeune Commode. Et donc il y a un transfert de cet oncle débauché vers le jeune prince, vers le jeune Commode.
Donc deux co-empereurs qui doivent faire face aussi à des temps difficiles. Alors Lucius Verus va mourir assez tôt, dès 169, mais suffisamment, il a régné suffisamment pour connaître ses premières difficultés. Alors c'est quoi ces difficultés? Eh bien, ça se passe de ce côté-là d'abord, du côté aujourd'hui de l'Irak et de la Syrie. La géographie des conflits n'a guère bougé depuis, et il y a des Parthes, un empire parthe qui se fait menaçant, qu'il a été déjà depuis longtemps, et qui va menacer la province romaine de Syrie. Et donc il y a une guerre qui se joue au début du règne donc, de Marc Aurèle et de Lucius Verus, une guerre dont Commode n'aura qu'un lointain écho, mais qui va être gagnée par les Romains. Elle est gagnée par les Romains, mais les Parthes ont laissé un cadeau empoisonné. C'est une maladie. Alors on a longtemps dit que c'était la peste, c'est plus probablement la variole. Une maladie qui va provoquer une terrible épidémie en Orient, en Égypte. L'Égypte, c'est évidemment un problème parce que c'est le grenier à blé de Rome. Et cette maladie va finalement toucher toutes les provinces de l'Empire. On sait peu de choses sur cette épidémie de variole que les anciens appellent la peste, mais c'est quelque chose qui va tuer certainement des millions de Romains. C'est un choc certainement dont l'Empire ne se remettra pas, parce qu'on est dans une époque pré-industrielle, il n'y a pas de machine, la richesse c'est les bras des hommes. S'il y a moins d'hommes, il y a moins de bras, donc on produit moins de blé. S'il y a moins d'hommes aussi, il y a moins de soldats, et donc on peut plus difficilement défendre les frontières de l'Empire face au monde barbare, au monde germanique, qui va plus facilement pouvoir menacer cet empire. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est ce que l'on voit au début du film Gladiator, c'est cette scène justement contre les barbares germaniques dans des sombres forêts donc, de l'actuelle Autriche et de la Hongrie actuelle. C'est là où on voit encore une armée romaine qui est tout à fait en état de marche, qui est redoutable, et que Marc Aurèle, après des années de guerre, a réussi donc à réorganiser, puisqu'elle avait beaucoup souffert de ces épidémies et d'un manque d'effectifs. Et donc c'est de ça qu'hérite finalement le jeune Commode quand il a 18 ans. Il est avec son père sur le front, avec Marc Aurèle, du côté du Danube, avec les troupes romaines. Et Marc Aurèle est en train justement de gagner cette guerre. En cela, le début du film Gladiator est assez juste historiquement. Alors, Commode est déjà associé au règne de son père. Marc Aurèle est un père attentif, même s'il n'est pas beaucoup là, parce qu'il doit justement faire face à tous les problèmes de l'Empire, notamment des problèmes de guerre contre ces barbares qui ont envahi certaines provinces. Et là, Rome n'est plus conquérante, elle est sur la défensive. Et donc, pour justement préparer son jeune fils, Commode est déjà empereur au moment donc où son père va mourir. C'est un jeune empereur qui accompagne son père à la guerre, c'est un jeune empereur qui voit son père victorieux contre les barbares. On voit ici un bas-relief de l'époque où on voit donc Marc Aurèle en train de l'emporter contre ces barbares suppliants. Ça, c'est un peu l'image qu'aura le jeune Commode à 16-17 ans, à la fin donc, du règne de son père Marc Aurèle. C'est l'image aussi d'un empereur guerrier, militaire, qui doit commander ses troupes pour défendre donc, l'empire qui est menacé à cette époque-là. Donc, un empire qui est sous pression, qui est sous la menace, mais qui a quand même toujours cet héritage du passé, cet héritage de la Légion romaine, avec des généraux fidèles, des généraux qui sont remarquables et qu'on verra finalement dans tout le règne de Commode. C'est par exemple Pompeianus. Pompeianus, il est intéressant, c'est un général qui n'est pas d'une très grande famille romaine, mais qui a gravi les échelons par ses qualités militaires. Et il est tellement proche de Marc Aurèle, il a tellement rendu de service que finalement, Marc Aurèle lui donne sa fille en second mariage. Quand Lucius Verus va mourir, Lucilla épouse Pompeianus, qui est beaucoup plus vieux qu'elle. Mais c'est pas tellement le problème, Lucilla fait toute une histoire parce que, mais comment moi, une Augusta, je vais épouser quelqu'un finalement qui n'est pas de très noble extraction, mais je veux garder mon titre d'Augusta. Et Marc Aurèle, qui est démonaire, dit bon d'accord, tu garderas ton titre d'Augusta. Bon, ce que c'est important. Pertinax aussi. Pertinax, lui, c'est encore pire. Son père était esclave, c'est-à-dire que son père était affranchi. Lui, il a commencé une carrière de professeur.
Donc c'est un intellectuel. Puis bon, il a compris que finalement, professeur, ça rapportait pas beaucoup, ça n'a jamais rapporté. Donc il a fait centurion, et de centurion, parce qu'il avait des qualités intellectuelles, une culture, il a gravi tous les échelons, il est devenu général, et c'est un des généraux de Marc Aurèle à la fin de son règne. Donc des bons serviteurs de Rome, dans une vieille tradition finalement romaine. On peut citer Septime Sévère aussi, lui aussi un bon général. Lui, il est originaire de Leptis Magna en Libye aujourd'hui. Il parle le latin, le grec, mais avec l'accent punique. Alors, on ne sait pas ce que c'est que l'accent punique. Peut-être quelque chose comme l'accent pied-noir, peut-être. C'est dans ces goûts-là, il est d'Afrique du Nord. Mais en tout cas, ça prouve aussi l'intégration de l'Empire. Ça prouve aussi que cet ascenseur social fonctionne à l'époque de Marc Aurèle, où un fils d'affranchi, ou un Romain qui vient finalement d'assez loin, de provinces d'Afrique du Nord, eh bien, peuvent arriver au plus haut niveau de la hiérarchie militaire. Pareil pour Claudius Albinus. Ça, on ne le sait pas encore lorsque va mourir le Marc Aurèle en 180. Et les 4 généraux que je vous ai cités, tous les 4, deviendront un jour empereurs. À la suite de Commode, ces généraux vont un jour se disputer donc l'Empire. Mais ça, on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. À cette époque-là, donc, c'est la fin de cette campagne contre les Germains. C'est le moment donc où Commode va régner. Alors, c'est un épisode, bon, que j'aurais pu dire juste avant, mais juste un mot là-dessus. Ce jeune Commode, quand il va être appelé à régner, quand son père va mourir, il a tout juste 18 ans, il a déjà connu quelques malheurs, ou quelques difficultés. On l'a vu, bon, la perte d'un jumeau étant jeune, mais il y a eu plus grave. En 175, il a à peine 15 ans, il y a eu un complot qui a été apparemment lié à sa mère, Faustine. Faustine qui aurait encouragé un général, ils n'étaient pas tous fidèles au fond, à revendiquer l'Empire pour lui, pour ce général. On sait ce que ça veut dire. Quand un général veut être empereur à la place de l'empereur, il zigouille l'empereur précédent. Et là, en l'occurrence, il aurait zigouillé à la fois Marc Aurèle et Commode lui-même. Donc quand on sait ça, quand on sait que sa propre mère a comploté sa propre mort, on peut justement, lorsqu'on a juste 15 ans, on peut en être évidemment assez tourmenté. Le complot va échouer. Faustine va d'ailleurs mourir opportunément, presque on pourrait dire, à cette époque-là. Et donc, on a peu de traces là-dessus, parce que Marc Aurèle a voulu, je pense, cacher le scandale. Il a maintenu les honneurs que l'on devait à sa femme, Faustine, il ne s'est jamais remarié. Mais très certainement que ça a dû être un traumatisme. Pourquoi elle a fait ça, Faustine ? Sans doute peut-être pour rester plus longtemps Augustin, parce que apparemment ça compte beaucoup. Peut-être voulait-elle, au-delà de la mort de Marc Aurèle, qui était déjà malade à cette époque-là, vouloir rester la première dame de l'Empire, on ne le saura jamais. Mais on voit que ce jeune Commode est entouré de complots. Et ce jeune Commode aussi, toujours en 180, quand il va hériter de l'Empire, eh bien, il a déjà ce goût pour la gladiature. Alors j'ai appelé ça donc l'empereur gladiateur. L'empereur gladiateur, c'est tout le thème du film Gladiator, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est une gladiature sportive. On s'entraîne à la gladiature comme on s'entraîne aujourd'hui à la boxe ou au karaté. Et donc Commode a fait ça, même dans les camps légionnaires, où les légionnaires eux-mêmes s'entraînent aux techniques de gladiateur. Et c'est vrai que ce jeune homme, qui était certainement sportif, qui était certainement dynamique, a dû être apprécié par les légionnaires de son armée, parce que comme eux, eh bien, il transpirait donc en combattant contre d'autres adversaires, évidemment avec des armes mouchetées, avec des armes en bois, mais c'était un entraînement martial. Et ça l'a marqué déjà à cette époque-là. Je ne sais pas pourquoi il y a ce truc. Oula, si je commence à toucher. Là, j'ai dû appuyer sur un truc. Bon, tant pis, on va garder ça. Donc, ça nous amène à la mort, le 17 mars 180, la mort de Marc Aurèle. La mort de Marc Aurèle, donc le père de Commode, meurt, et on a dit, c'est le thème du film, c'est Commode qui l'a tué. Bon, franchement, je pense pas du tout. Il y a plusieurs auteurs qui nous parlent de ça. Il y en a un seul, Dion Cassius, qui a détesté Commode toute sa vie, qui va raconter cette histoire, mais 40 ans après les faits, une époque où il n'y a plus de contemporains qui peuvent le contredire. Commode n'a eu aucun intérêt à tuer son père. Il est déjà co-empereur, personne ne peut contester sa légitimité, il est le fils de l'empereur. Et on a tous les textes qui nous disent que lorsque Marc Aurèle se sent mourir,
il est entouré de tous ses généraux, des principaux sénateurs, et il leur répète, voilà, c'est lui l'héritier, c'est mon fils, c'est Commode, soyez tous des pères pour lui, parce qu'il va perdre le sien. Donc voilà, il n'y a rien qui peut gêner Commode, qui en plus très jeune, il n'aurait aucun intérêt à tuer donc ce père qui a toujours tout fait pour qu'il soit empereur. Quoi qu'il en soit, donc il meurt, on est donc en 180, et on a dit oui, il a tué pour plus vite revenir à Rome. Là aussi c'est faux. Il va rester encore 6 mois sur le front. Il va continuer la campagne initiée par son père, il va la terminer victorieusement, il va signer des traités avec les barbares, et donc c'est seulement au mois d'octobre qu'il va revenir à Rome. Donc s'il avait tué son père parce qu'il était pressé de revenir à Rome, il ne serait pas resté 6 mois de plus. Donc évidemment, ça ne tient pas. Le jeune Commode va faire le job, et jusque-là, finalement, tout va bien, parce que les soldats lui sont fidèles, on le voit sur ses pièces de monnaie. Il va revenir à Rome, le peuple de Rome est enchanté, puisque le peuple de Rome voit revenir un jeune empereur, 19 ans, victorieux, et qui en plus, parce que c'est comme ça, va offrir des gigantesques jeux, des combats de gladiateurs à plus finir dans le Colisée. Donc tout va bien pour cet empereur de 19 ans. Tout va bien, il va revenir, il triomphe donc à Rome, et le règne commence sous deux auspices, parce que justement, on se dit, c'est la fin d'une période de guerre, la paix va revenir, on va revenir comme avant, comme au temps du bon empereur Antonin le Pieux, c'est des jours fastes qui commencent. Et donc on va célébrer d'ailleurs cette victoire par une colonne qui est toujours en place. Alors on connaît bien la colonne Trajane, mais il y a une autre colonne, une colonne de Marc Aurèle, qui célèbre justement, qui est copiée de la colonne Trajane, et qui célèbre cette victoire remportée par Marc Aurèle et par Commode ensemble. Donc c'est en 180 un jeune empereur, mais un empereur fragile. Un empereur fragile parce que il est très jeune. Il est bien entouré, l'entourage du père est encore là, il y a encore de bons conseillers, mais il y a aussi l'entourage de l'oncle, Lucius Verus, un entourage fait d'affranchis, d'anciens esclaves, de prostituées, de proxénètes. Il y a cette ambivalence finalement, il y a l'héritage de l'oncle et l'héritage du père, et au fond, au début du règne, entre les deux, le cœur de Commode doit balancer. Et ce qui va certainement le faire basculer du mauvais côté, c'est le complot de sa propre sœur. Lucilla, en 182, Commode donc n'a pas encore 21 ans à ce moment-là, Lucilla va vouloir tuer son frère. Et ça, c'est pas vraiment dit dans Gladiator, puisqu'on la voit finalement complotant avec Maximus. Mais là, véritablement, c'est un véritable complot. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Avant la mort de Marc Aurèle, Commode a épousé une jeune aristocrate romaine, Crispina, très jeune. Et donc, Lucilla, certainement, a mal vu cette nouvelle impératrice arriver, mais Marc Aurèle avait maintenu son titre d'Augusta. Avec la mort de Marc Aurèle, avec certainement Lucilla qui devient la femme Crispina qui devient la femme du seul empereur, du seul Commode, eh bien le rôle de Lucilla a dû évidemment commencer à pâlir, elle a dû être mise un peu de côté, et ça ne digère pas. Certainement, déjà pour les mêmes raisons, Faustine, sa mère, a comploté contre Marc Aurèle, certainement Lucilla va comploter contre son frère pour ça, pour ne pas perdre ce premier rang, ce titre d'Augusta. Donc elle va devenir la maîtresse d'un de ses cousins, parce que justement on reste dans la famille, parce qu'un cousin ça veut dire qu'il est d'extraction impériale, et elle va convaincre ce jeune homme d'assassiner son cousin, Commode, parce que justement il est de la famille, ils sont proches, et ce jeune homme, certainement manipulé par Lucilla, qui est plus âgée que lui, va à un moment donné, alors que Commode et lui sont dans un passage, certainement entre l'école des gladiateurs et le Colisée de Rome, c'est un tunnel qui existe à cette époque-là, et bien il sort un couteau, il veut tuer Commode. En disant cette parole, voilà ce que t'offre le Sénat, un coup de couteau. Bon. Mais Commode, depuis l'adolescence, a l'habitude de s'entraîner au combat gladiateur. Et puis, par réflexe, parce qu'il sait faire, il réussit à désarmer son cousin. Il est immédiatement le cousin massacré par la garde prétorienne qui était opportunément un peu loin. On s'apercevra d'ailleurs après que le préfet des cohortes prétoriennes était lui aussi dans le coup. Qu'il était lui qui devait protéger l'empereur, était aussi dans le complot de Lucilla. Et tout ça apparaît aux yeux de Commode. Mettez-vous à sa plainte, s'il a juste 20 ans. Sa mère a déjà comploté contre lui.
Et il constate, mais vraiment, véritablement, que sa sœur a voulu le tuer, son cousin a voulu le tuer, le préfet de l'escorte prétorienne était dans le coup, et en plus, les sénateurs étaient dans le coup, puisque l'assassin, en plus, a signé le crime. Donc tout ça va entraîner une véritable purge. On va arrêter les gens, on les torture, ils donnent d'autres noms. C'est toujours très pratique, la torture, ça fait dire tout ce qu'on veut à n'importe qui. Donc ça permet finalement de toucher beaucoup de gens en cascade qui sont eux-mêmes éliminés, on les assassine, on assassine leur famille, on confisque leurs biens, et Commode se retrouve finalement dans une forme de paranoïa pour lequel finalement on le serait à moins. C'est vrai il devient finalement, il coupe un peu avec la réalité à ce moment-là. Et donc l'empereur se replie dans ses palais. Il y a notamment à Rome, c'est assez mal connu, c'est à la sortie de Rome, c'est le palais des Quintili. Les Quintili, c'est une grande famille romaine qui a été finalement prise dans ses purges, à tort ou à raison. Il va s'enfermer là-dedans, puis ça doit ressembler à ça là-dedans. Je veux dire, ça c'est un tableau du 19e siècle de couture, c'est la décadence des Romains, c'est l'orgie permanente, c'est-à-dire qu'il a 300 concubines féminines et 300 concubins masculins. Et pas dans l'ostracisme, hein, lui c'est you're welcome. Donc il est évidemment amateur de tout ça, il est plus voyeur d'ailleurs qu'actif. Et d'après les récits que l'on en a, il est aussi fasciné par la gladiature de plus en plus, et on le voit, cette vue de plan du palais des Quintili, on voit qu'il y a une petite arène. Et c'est certainement dans cette arène que Commode a continué à s'entraîner, à faire le gladiateur. Mais c'est là où il commence à dérailler, c'est-à-dire que faire le gladiateur de manière sportive, comme on le fait encore aujourd'hui dans les grands jeux romains, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire que, bon, au pire, on va prendre un bleu. Mais lui, il commence à prendre de véritables armes contre des adversaires qui ne sont pas armés ou armés avec des armes en bois. Donc finalement, forcément, toujours il gagne. Et il est applaudi par sa cour de débauchés qui dit « Ah, mais c'est génial, ah, mais César va être le plus grand des sécuteurs, c'est-à-dire des adversaires des rétières. » C'est ce qu'on a retrouvé dans son palais, on a retrouvé des statues comme ça, des œuvres d'art, mais aussi des mosaïques qui montrent un rétière qui met un genou à terre et qui demande sa grâce. Le rétière, c'est un type de gladiateur qui combat contre le sécutor. Alors ça, les images qu'on a de la gladiature à l'époque, c'est n'importe quoi, c'est péplum, c'est Hollywood. La réalité, c'est pas ça, il n'y a pas de tigre, il n'y a pas des mecs qui sont habillés avec des armes un peu improbables. C'est plutôt ça, c'est des gladiateurs qui ont des types d'armement bien précis, qui font une escrime extrêmement élaborée et qui sont de véritables stars, c'est-à-dire qu'on va les connaître par des supports comme les lampes à huile, comme les mosaïques, comme différents supports qu'on appellerait aujourd'hui des produits dérivés. Et c'est ça, Commode, il s'intègre là-dedans. Lui-même, il est sécutor, c'est-à-dire qu'il a ce type de casque qui fait qu'il est l'adversaire du rétière. Et le problème, c'est qu'il finit par y croire. Il finit par véritablement croire qu'il est un véritable sécutor, qu'il est un véritable gladiateur, parce qu'il a combattu dans les arènes de ses palais, c'est-à-dire des arènes privées, avec ses amis qui étaient autour. Il a fait couler le sang, il a commencé à y prendre goût, et il devient complètement fou par rapport à ça. Sachant que pendant ce temps, il y a d'autres complots qui sont déjoués, il y a de plus en plus finalement ses compagnons de débauche qui deviennent les maîtres de l'Empire. Lui se désintéresse des affaires, il abandonne tout finalement à ses chambellans, c'est-à-dire les maîtres des menus plaisirs de l'empereur. Et donc on a, pendant le règne de Commode, entre 182 et 192, après le complot de Lucilla, on a vraiment un empire qui part un peu à la dérive, dans le sens que l'empereur n'est plus aux commandes, c'est une corruption généralisée qui fait que chacun s'empare d'une partie du pouvoir, on va vendre des charges de consul, on va vendre des charges de sénateurs, on va défoncer les sénateurs pour des complots fictifs pour les assassiner et s'emparer de leur patrimoine, on va vendre aussi des titres de gouverneurs de province, et les gens qui achètent ça, pour la gloire, mais aussi pour l'argent, vont aller dans les provinces pour inventer des taxes nouvelles, des péages nouveaux, pour se rembourser du prix qu'ils ont donné pour gagner ces titres-là. Et pendant ce temps, Commode continue à faire le gladiateur, il est complètement déconnecté. On a un empire qui est un peu en pilotage automatique, c'est-à-dire que c'est vraiment la technostructure de l'empire qui est solide, qui fait que tout ne part pas en miettes.
Il y a quelque chose qui reste solide et auquel finalement même les amis de Commode ne vont pas toucher, c'est l'armée. L'armée est importante, l'armée c'est le gage de la paix romaine, de la protection de l'Empire, et les généraux sont mis un peu à part. On a toujours à la tête des légions les anciens généraux de Marc Aurèle qui sont loin, qui sont sur les frontières de l'Empire, et qui laissent faire ça, mais surtout en gardant là-dessus un œil un peu dubitatif. Et donc cet empereur gladiateur va se prendre pour Hercule. Il va apparaître sous l'image d'Hercule, avec la peau du lion d'Émée, avec la massue d'Hercule, avec l'arc aussi qui est notre symbole d'Hercule. Pourquoi ça? Bon, c'est pas gênant au fond. C'est une allégorie. Même Trajan, même Adrien se sont fait représenter sous les attributs des différents dieux. Mais lui, certainement, ça va un peu plus loin. Il croit vraiment qu'il est Hercule. En tout cas, il croit qu'il est un héros, un gladiateur héroïque qui se fait faire une statue, Commode, prince des sécouteurs, donc un type de gladiateur, aux 1000 victoires. C'est du délire. Même un grand gladiateur à cette époque-là ne peut avoir au maximum qu'un palmarès de 40 victoires maximum. 40 victoires avec des armes réelles, mais face à un adversaire qui avait des armes réelles. 1000 victoires, on est complètement dans le délire. Donc, il y croit lui-même au point de se faire représenter comme ça, et au point donc de vouloir, à un moment donné, apparaître lui-même dans le Colisée. On a beaucoup de portraits de Commode, et à la fin de sa vie, on voit, même dans ses portraits officiels, on voit un regard un peu absent, un regard un peu bizarre. Et c'est vrai que d'après ce que nous en disent les auteurs de l'époque, il commence à perdre complètement le lien avec la réalité, à cause justement du fait qu'il est coupé des réalités, à cause du fait qu'il y a un entourage complètement corrompu, contre lequel d'ailleurs le peuple s'est même rebellé à un moment donné. Le peuple est venu jusqu'à son palais pour demander la tête, non pas de Commode, mais de son Premier ministre, on dirait aujourd'hui, et Commode tout de suite l'a donné. Il a fait couper la tête à Cléandre, on l'a mis sur une pique, on l'a donné au peuple, le peuple a été content. Mais provisoirement, parce que ça a des conséquences. Le ravitaillement de Rome n'arrive plus, il y a de nouveau des émeutes, il y a un incendie à Rome, donc tout va mal à la fin du règne. Et donc Commode se dit, il faut que je frappe un grand coup, il faut que je marque les esprits, et ça, il ne va pas se tromper, il va dire, je vais combattre dans le Colisée. Je vais descendre, moi, dans l'arène du Colisée, 50 000 spectateurs, et donc je vais là avoir la même gloire que j'ai dans les amphithéâtres de mes palais. Alors là, l'affiche est belle. Commode, l'empereur, va combattre dans le Colisée. C'est comme si on disait, le président de la République va faire la finale de la Coupe du Monde. Sauf que si on avait cette finale-là et qu'en face, les gens ne tapent pas dans le ballon, laissent passer le président, je vous laisse mettre le nom que vous voulez sur le président, pour aller marquer un but, puis 2 buts, puis 3 buts, puis 10 buts, au bout d'un moment, on dirait qu'est-ce que c'est cette mascarade. Et c'est ce qui se passe. Il descend dans le Colisée, il est avec sa peau de lion, il est avec le chef de sa garde prétorienne, il est avec son chambellan qui sont tous les deux armés jusqu'aux dents, et en face, il y a un pauvre rétier avec un trident en bois et une dague en bois. Donc le mec, il va essayer de donner 2-3 coups de dague, et puis bon, il va demander sa grâce, quoi. C'est du chiquet. Et donc le peuple, évidemment, est mécontent, il siffle, et Commode, donc, va se trouver finalement mal. Il faut imaginer ce que c'est que les monuments de spectacle à l'époque. Il y a une émeute, par exemple, qui est sortie du Circus Maximus, 250 000 spectateurs. Voyez un peu ce que ça doit brasser à un moment donné où il y a un mouvement de foule qui sort de là. Le Colisée, c'est un peu pareil, 50 000 spectateurs. Et quand 50 000 spectateurs se mettent à siffler, à huer, Commode achète de devenir complètement fou. Il dit à son chef de la garde prétorienne, tuez-les tous. Il dit, mes chefs, ils sont 50 000, on va manquer de glaive. Donc, on est en 192, là on atteint le fond. On atteint le fond et ça va être la mort de Commode. Alors, c'est pas celle qu'il y a dans l'Église Scott, évidemment, vous l'avez deviné. C'est une autre mort, c'est une mort là, qui est représentée par un peintre du 19e siècle, le 31 décembre 192. 31 décembre 192, comme l'aurait dit la Palisse, on est à la veille du 1er janvier. Bon. Et le 1er janvier, c'est un moment important pour les Romains, c'est le début de l'année, c'est le moment où les consuls prennent leurs fonctions. Et pour ça, les consuls vont en procession aller jusqu'au Sénat. Et dit, on va changer les trucs, on va faire différemment. Moi,
Commode, je vais sortir de mon palais, habillé en Hercule, je vais chercher tous mes gladiateurs et ensemble on va au Sénat. Oula, sans mal, ça c'est. Il y a tout son entourage qui semble. Ça sent un peu la Saint-Barthélemy avant la lettre, quoi. Donc on commence à lui dire non, non, ça c'est pas bien. Et puis une femme, il y a Marcia, c'est sa concubine préférée, qui est peut-être même chrétienne d'ailleurs. Et Marcia qui dit non, César, tu peux pas faire ça, ça sera très mal vu, c'est quoi, tu vas encore te dégrader dans ça, quoi, non, je veux pas en entendre parler. Commode s'enferme dans sa chambre et il va commencer à faire une liste très longue de gens qu'il va vouloir zigouiller le lendemain pour le 1er janvier. Et c'est les hasards de l'histoire, il y a un gamin qui passe par là, qui prend les tablettes où Commode a écrit ses noms. Marcia s'aperçoit que cet enfant porte un document officiel important, elle le prend, pensant que c'est un document effectivement important, et elle voit son nom en premier. Et elle voit après le nom du chef de la garde prétorienne, le chef du chambellan, le préfet de Rome, enfin tout le monde y est, quoi. Oula! Commode est parti à la chasse, elle appelle finalement ceux qui sont en tête de liste, il dit bah, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est un complot de la peur, de la terreur, il faut tuer avant d'être tué. Et donc Marcia, qui est proche de Commode, va lui tendre traditionnellement sa première coupe de vin, solidement empoisonnée. On mit le compte. Commode commence à somnoler, il n'est pas bien, bon, il s'endort, bon, ça surprend personne, vu qu'il mène une vie un peu de patachon. Mais en fait, Commode va vomir. Parce que Commode est tellement parano qu'il s'est mitridatisé, c'est-à-dire qu'il a passé sa vie à prendre des petites doses de poison, et le poison est inactif. Donc, catastrophe, on va vite chercher un gladiateur, on va dire, bon ben vas-y, on a dû lui proposer une grosse prime, étrangle Commode. Et donc Commode est mort étranglé dans son vomi, c'est pas terrible comme mort de César. Et c'est comme ça que le 31 décembre, Commode meurt, et il va falloir trouver un successeur dans sa retraite, et il va y avoir une succession donc d'empereurs dans l'année 193, après Pertinax, Didius Julianus, après Didius Julianus, Septime Sévère, Claudius Albinus, on a encore une année des 4 empereurs, donc c'en est fini la dynastie des Antonins. C'est avec Commode, l'intérêt de sa période, de son règne, c'est justement de voir comment au fond un homme qui ne fait pas grand-chose, au fond, qui commence bien, qui a tout pour faire un bon empereur, qui pendant son règne est sur le retrait, sur le repli, ben comment finalement il abandonne son empire. En fait, il n'a pas été le bonhomme au bon endroit, au bon moment. Il avait les cartes en main pour pouvoir relancer la dynamique de la Pax Romana. La guerre était finie, il pouvait justement être un empereur attentif qui aurait relancé l'économie de l'Empire. Il n'a pas été là, il n'a pas été du tout à la hauteur. Et une fois mort, les Romains n'ont pas eu la sagesse de pouvoir justement renouer avec cette stabilité qui avait marqué les 2 siècles précédents. Donc Commode est intéressant, c'est un empereur qui est très révélateur des faiblesses d'un empire qui pourtant était à son apogée lorsqu'il naît, qui n'est pas mort, il y a encore 3 siècles d'histoire de Rome après la mort de Commode, mais comme je disais au début, c'est pas le début de la fin, mais c'est la fin du commencement. C'est un autre empire romain finalement qui commence, c'est une autre dynastie, celle des Sévères, celle de Septime Sévère, qui va l'emporter dans cette compétition. Et donc après, on ne reviendra jamais à ce qui avait été en 161, au début donc, du règne de Commode. C'est l'intérêt de ce personnage, de voir aussi ce que c'est que la gladiature, la réalité de la gladiature à cette époque-là, la réalité d'une ville énorme, d'une ville avec des spectacles, avec des monuments de spectacles gigantesques. Et donc, c'était pas facile non plus d'être empereur à cette époque-là. C'est ce que vous découvrirez donc en lisant ce livre. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, monsieur ? Quelles sont les différences